Je dois d'abord excuser donc Juan Antonio Fernandez qui devait faire la présentation, mais qui a été retenu pour des raisons familiales. Donc, je vais faire la présentation à sa place. Donc, vous me pardonnerez si c'est un peu confus. En fait, il y a deux parties donc, dans cette présentation qui sont basées sur ces deux articles que nous avons publiés l'an passé. Donc, ils concernent la détection en non ciblé, donc c'est pour de la détection non ciblée, et l'autre qui est de la régression locale, disons. Donc, je vais surtout insister sur la première partie, et si j'ai le temps, je passerai à la deuxième. Alors, je vais vous rappeler peut-être juste des notions que Barry vient de parler, qu'on a parlé ce matin, mais peut-être pour clarifier encore les choses une fois, je pense que c'est pas plus mal, c'est de définir encore une fois les espaces dans lesquels on travaille. Donc ici, on a fait un petit exemple avec trois variables dans un espace à trois dimensions, et vous savez qu'ici, donc, c'est un exemple que j'ai récupéré de Jack Muller aux États-Unis en 2014. Je trouvais que c'était très bien expliqué, donc je lui ai demandé la permission de reprendre les slides. Donc voilà, donc ici donc là il y a trois, mais bon on a mis donc le troisième composante est une combinaison linéaire des deux autres. Vous comprendrez tout de suite pourquoi. C'est pour avoir en fait un plan. Donc vous avez les points définissent une moyenne dans l'espace à trois dimensions, et soit PCA ou PLS ou quel que soit le système va définir donc un sous-espace qui dans ce cas-ci est un plan, où les points sont tous répartis dans ce plan. Donc ça c'est la même chose. Donc le modèle va définir un sous-espace. Alors les outliers, les outliers, soit il est dans le plan, donc comme le point P, donc il est loin de la moyenne, donc là c'est la distance, ou le point A est loin du plan, c'est le résidu. Donc là on aura l'autre métrique qui mesure en dehors de l'espace, ou le premier métrique, donc la distance généralisée qui mesure dans le plan, donc dans le plan défini par le modèle. Donc voilà, donc on a trois cas ici. Donc on a le point B qui se trouve donc on aura une distance de Malandro-Bis ou un T2 Hotelink important. Le D sera avec un Q résiduel important, mais aussi une distance importante. Et le C, il a une distance courte, mais un résidu important. Voilà, donc je pense que c'était peut-être une mise au point, mais vous connaissez tout ça. Et alors, j'ai repris le tableau de Chuck également, qui définit, donc vous avez dans l'espace, donc dans le métrique dans le modèle, dans le plan du modèle, donc hotelink, leverage et distance. Ces trois notions sont les mêmes à une constante près. Et les spectrales résiduelles, Q résiduel ou F propre ou distance du modèle dans l'X-space, enfin il y a différentes, suivant les packages, différentes dénominations, mais tout ça, c'est la même chose. Alors, bon maintenant, le workflow du local Windows, c'est un local Windows PCA, local Windows PCA. Donc, vous vous souvenez, peut-être il y a quelques années, j'avais fait un challenge sur la détection de la mélamine dans des poudres de lait. Et j'avais trouvé une solution avec trois longueurs d'onde. Donc, pour trouver des contaminants, il ne faut pas regarder globalement, il faut regarder localement. Donc, l'idée ici, c'est vraiment un double local que je vais faire, puisqu'on va d'abord, il faut partir d'un set clean. Évidemment, ça c'est la nécessité de partir, si on veut faire une comparaison, de partir sur un fichier qui va servir de base, qui est parfaitement propre. Donc, ça c'est une condition sine qua non pour détecter des outliers convenablement. Alors, pour chaque inconnu qui va arriver, je vais sélectionner K closest spectrum, donc les cas plus proches, simplement sur base d'un coefficient de corrélation. Donc, vous savez que le coefficient de corrélation entre deux spectres est un indice de similarité qui marche pas mal. Il va prendre les grandes features, les grandes caractéristiques des spectres, et il va les coller. Donc, en faisant une corrélation, on va prendre les plus proches. Donc, on peut dire que si une corrélation de 1 entre deux spectres, on peut dire qu'ils ont la même chimie. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Parfois, c'est 9, 9, 9, 9, c'est plus le même, mais 1, c'est la même chose. Donc, si on construit alors un PCA, mais en décalant donc du spectre point par point. Je vais vous montrer après dans un schéma comment ça fonctionne. Alors, on calcule tout le résidu de ces PCA modèles, de ces composantes principales. On l'applique évidemment sur une node, on le projette pour chaque modèle PCA. On calcule les résidus de ce spectre projeté et on check si ces résidus sont conformes aux résidus enregistrés sur les spectres propres.
Ok, donc voilà, donc si on a un certain nombre d'échantillons qui sont sélectionnés, le plus proche de celui à prédire, donc on va faire un PCA, on va enregistrer donc les scores et on va reconstruire le spectre et on va trouver les résidus. Donc ça c'est le résidu donc, pour la première PCA, et puis on le met dans une matrice. Et ensuite, on va continuer, on va décaler la fenêtre et on va recalculer pour le point central les résidus et ainsi de suite. Okay? Donc, c'est vraiment un moving PCA. Ok, ici donc je vais donner donc un essai qu'on a fait sur du lait. Donc, c'est 300 spectres purs de lait UHT dans lequel on a mis ici dans ce cas-ci, j'ai 12 échantillons de 10 ppm à 1%, de 100 ppm pardon, à 10 000 ppm, donc 0,01% à 1% de contamination. Et voir un petit peu ce que ça donne sur cet algorithme dans ce cas-ci. Donc voilà un petit peu les spectres de lait. Bon, le spectre a été un peu coupé, ce sont des spectres moyen infrarouge et on a enlevé tout ce qui n'était pas informatif. Donc on se retrouve avec à peu près 200-250 points par là. Donc les bleus sont 300 spectres clean et les rouges sont les spectres contaminés. Donc ici on voit juste bien le 1%, le 0,5% et puis après c'est complètement masqué dans la masse. Et si vous n'avez pas un outil pour le voir, ces spectres-là ils passent comme un spectre normal. Ici, j'ai simplement montré les corrélations entre deux spectres. Donc, on a un de corrélation. Et si vous avez un spike, vous avez encore 997 de corrélation parce que vous avez 250 points qui forcent les points. Mais vous avez un seul spike. Une corrélation entre spectres, vous ne le verrez pas. Et probablement une distance généralisée, vous ne le verrez pas non plus. Donc, il faut, pour les fines perturbations, je pense qu'il faut regarder localement dans des espaces très petits. Alors ici, j'ai donc ça c'est une sortie MATLAB directe, donc j'ai mes 15, le premier échantillon rouge arrive à être examiné et je choisis 15 échantillons dans ma base de données les plus proches, en corrélation autour de ce spectre rouge. Bon évidemment, Gert il ne sait pas ajuster ça parce qu'il n'y en a pas. Là j'ai les distances de Malawi standardisées, donc les distances standardisées pour avoir plus facile pour chaque essai, mais on voit que les distances ici sont à 15 écarts types en fait de la norme, donc c'est pas difficile de voir qu'il y a un problème. Pour les X résiduels, on a 100 fois la norme, donc je suis à 100 écarts types des X résiduels de mes 15 échantillons, parce que mes 15 échantillons sont en bleu ici. Voilà, c'est bon pour celui-là. Donc après, on diminue la concentration. J'ai un 5000 ppm, 0,5%. Là aussi, on le voit, donc là, c'est pas très difficile. À 0,1%, là, ça commence déjà à se masquer. Donc, à la limite, un œil impossible de voir à l'œil nu qu'il y a un problème. Bon, ici, j'ai une distance dans les bandes spécifiques de la mélamine. J'ai donc une distance très élevée. J'ai aussi des résidus 60 fois plus grands que la norme. Je descends encore d'un niveau, 500 ppm, 0,5, donc là, de nouveau, on voit rien. Là, on est de nouveau à 30-40 de distance. Ici, on est de nouveau à 60 de résidus. Et puis, donc, 250, on le voit encore. Mais ici, on voit que la répartition, évidemment, des distances pour les points bons commence à se rapprocher de celle qu'on observe pour l'échantillon contaminé. Donc, en distance, c'est plus difficile. Par contre, en X résiduel, je suis encore ici à 7 fois, 8 fois le standard de déviation des résidus. Donc, on peut encore considérer qu'on a une détection à ce niveau-là. Alors, je descends à 100 ppm. Bon, de nouveau ici, voilà, cette cas-ci, je n'ai rien sous les distances, donc il n'y a aucune détection. J'ai un petit peu ici, mais je ne sais pas si c'est par hasard ou significatif. Mais ça devient limite, puisque à peu près tout le spectre, tous mes résidus de l'échantillon contaminé ne marquent pas dans ce cas-là. Bon, j'avais des répétitions de 100 et dans un autre échantillon, il a marqué, mais bon, on arrive à 100 ppm à la limite de détection du système pour ce contaminant-là et pour ce produit-là. Maintenant, il faut évidemment l'appliquer cas par cas et voir ce que ça donne pour la détection. Voilà, donc en reprenant les spectres de mélamine, j'avais fait le petit calcul suivant.
Donc ici, donc entre le 0 enfin, et le plus haut, je considère que 0,15 unités d'absorbance me donne 1% de mélamine. Donc ça marque bien fort en moyenne infrarouge. C'est quand même quelque chose forcément avec ces 6 NH ou quelque chose comme ça qu'il y a dans la mélamine. Ça, c'est fort absorbant. Donc on a quand même une bonne sensibilité. Ici j'ai mis 3 répétitions. Donc le R1, ici c'est les répétitions donc en bleu avec sur cet axe. Donc c'est les absorbances. Et ici c'est simplement pour avoir une idée du bruit de fond. Je vous donne une idée un peu du bruit de fond. Quand on fait les soustractions, rep 1 moins rep 2, rep 1, rep 3, rep 2 moins rep 3. Pour voir un petit peu. Là je suis à un niveau de bruit de mon échantillon qui tourne autour de 250 micrologues, disons. Okay, qui n'est pas mal. Donc, si je fais le petit tableau suivant, donc j'ai 1% de mélamine qui me donne 0,15 UD, donc j'ai un signal sur bruit d'à peu près de 600. Donc là, c'est facile. Et si vous, enfin, j'ai pas besoin de lire tout, vous voyez tout de suite que on va arriver à 100 ppm, on va avoir un rapport sur bruit qui est de 6. Disons que là, on arrive à la limite du système pour un point donné. Donc peut-être qu'en multipliant en multivarié, peut-être on pourrait peut-être descendre un petit peu, mais je pense que de toute façon, si votre signal est masqué par le bruit de fond, que vous appliquez une longueur d'onde ou 10 longueurs d'onde, je pense qu'on ne verra de nouveau pas grand-chose, parce qu'il n'y a rien à faire, votre signal, il n'est plus vu par le système. Donc il faut bien réfléchir. Je pense qu'on peut doser par infrarouge ou moyen infrarouge des ppm, mais quand vous le faites, je l'ai déjà dit peut-être dans la salle, je me répète peut-être, ce ne sont pas les ppm que vous voyez quelque chose d'autre qui est corrélé à ça. Mais si vous faites un spiking en ppm, vous ne le verrez pas. Voilà, donc il y avait, on avait repris ici des publications de 2009 qui avaient fait polémique à l'époque. Ce que les auteurs disaient que la détection était en dessous du 1 ppm pour le même problème de mélamine dans les milk powder. Et là, bon, on a réagi un peu, toute la communauté a fait « Oh là, qu'est-ce qui se passe ?» Une autre publication aussi, donc il faut faire attention à ce qu'on publie et surtout à ce qu'on lit aussi. Mais quand on publie, il faut que ce soit quand même validé. Donc faites quand même attention quand vous faites une publication. Mais enfin, il y en a qui sont acceptés quand même. C'était pas moi le reviewer, sinon ça ne serait pas passé. Ok, ouais, je vais passer. Ok, donc conclusion pour LWPCA. Ça peut être un outil pour détecter les fraudes, hein, puisqu'on a eu le cas, mais ça peut être aussi un outil pour le quality control, parce que si vous mettez comme en référence à la présentation de Barry, si vous mettez cet outil-là en ligne, vous pouvez caractériser votre échantillon et regarder si votre production est vraiment conforme à ce que vous attendez. Bon, l'avantage, c'est que ça va vite, il n'y a pas besoin de référence. Évidemment, si vous voyez un outlier, il faudra essayer de comprendre pourquoi. Donc là, il y a tout un travail de recherche à côté pour déterminer pourquoi est-ce que j'ai ce spike ou ces mesures de distance trop importantes. Bon, la limitation du système, c'est qu'il ne faudra pas descendre trop bas, il faudra faire attention quand même. Savoir qu'en dessous si vous avez contamination en dessous de 100 ppm, ça va quand même être assez difficile, que ce soit en IR ou encore plus en IR qu'en MIR. Et alors, il faut étudier aussi les coûts, comme Barry parlait, des coûts des false positifs ou des false négatifs, parce que sinon vous allez arrêter le système en ligne, vous allez arrêter l'usine tous les quarts d'heure parce que vous avez un problème, alors que la prédiction est correcte, donc il faut remonter les niveaux évidemment à un moment donné et élargir les probabilités à 6, 10, 15 écarts types peut-être, pour être sûr de ne pas avoir trop de false positifs. Voilà. Bon, maintenant, je passe, j'ai le temps. Oui, hein. J'ai commencé 10 minutes en retard. Hein. Ça va. Donc, une autre approche locale, mais ici c'est pour de la quantification. Donc, première partie c'était la détection, mais ici la quantification. Donc, on sait que lorsqu'on accumule au cours des années, on améliore la robustesse des modèles, on élargit la variabilité des bases de données. Donc on devient de plus en plus robuste, mais on perd aussi en précision, parce qu'on met tellement de choses, tellement variables, que finalement on perd un peu au niveau de la précision des modèles. Donc on peut faire face alors avec des systèmes plus sophistiqués d'ajustement, ANN ou SVM, Random Forest, le General Least Square.
Peut-être. Toutes ces méthodes vont requérir aussi pas mal de paramètres à estimer, c'est pas mal de temps à calcul. Donc, j'ai toujours été adepte un petit peu de la calibration locale. Donc, l'idée est de, quand vous avez des populations qui sont en groupe ou des produits différents, vous n'avez pourquoi avoir dans la database ces spectres-là pour prédire ce point-là. Donc, c'est ça l'idée du local. C'est dire, pour prédire ce point-là, j'ai besoin de quelques dizaines de points voisins et j'aurai un modèle qui va bien prédire ce point-là. OK? Donc, voilà, si j'ai un échantillon à prédire qui se trouve là, ça va bien se passer parce que j'ai beaucoup de voisins. Si je suis en bordure du domaine, j'ai déjà moins de voisins, donc ça se prédira peut-être sans doute moins bien. Il va falloir que j'élargisse ce cercle pour prendre plus de points. Donc je vais prendre de la variabilité qui sera plus éloignée de mon point à prédire. Donc ça marchera peut-être un peu moins bien. Si j'ai un point là, ça ne marchera pas du tout. Parce que je n'ai pas de voisin, mais là, il va être détecté par n'importe quel modèle. C'est un outlier s'il ne peut pas être prédit par le modèle. Mais ces points-là qui forment un troisième groupe n'interviennent jamais pour les prédictions de ces points-là ou n'interviendront pas. C'est ça l'idée du local. Donc on peut mettre, à la limite, je pourrais mettre dans la même base du fourrage, du blé, du riz, ou du lait. Le spectre inconnu qui va arriver sur le système, il va se retrouver dans sa catégorie et être prédit par le bon modèle ou par les bons échantillons. Donc le setup qu'on a appelé ici de la publication, moi je l'appelle Radius PLS, qui est un peu une espèce de locally weighted regression, si vous voulez, ou calibration locale, mais c'est basé sur les scores. Donc ce qu'on fait, c'est on peut mettre, donc là, on construit la database, on met plusieurs instruments standardisés, on a une méthode de référence quand même, hein. On va doser les protéines, on va doser les matières grasses, mais il y aura tout ça dans la même colonne. On teste les pré-processing, on calcule un PLS modèle, mais c'est plutôt pour obtenir les scores, donc c'est une façon de réduire les données. Et on save les scores, donc on standardise, enfin peu importe, on sauve les scores. Quand un spectre inconnu arrive, on projette évidemment dans l'espace du PLS, et on obtient les scores, et puis on sélectionne sur base des scores les n-samples les plus proches, mais non plus par corrélation, comme je vous disais tout à l'heure, mais simplement par mesure de distance, mais pas uniquement une distance. J'essaye de respecter la distance sur tous les axes. Donc c'est la différence avec les mesures de distance Mahalanobis qui prend en compte tous les axes, mais vous pourriez avoir un point qui est bon pour 14 axes, qui est au centre de gravité, et qui est très loin pour le 15e. Mais il a peut-être un outlier sur le 15e. Donc j'essaye d'éviter ce genre de choses en respectant sur toute la sphère ou l'hypersphère, respecter les limites. Et à ce moment-là, on va rechercher les spectres dans la base initiale, on repré-processe une mini calibration et on prédit l'échantillon en question et on tourne. Donc ça, c'est notre approche du local actuellement. Ce processus-là est programmé sur MATLAB. L'objectif est de les mettre en ligne sur les appareils. Mais bon, il y a l'interfaçage à faire, mais disons que l'algorithme est prêt. Voilà donc des essais de calibration. Donc ici, on avait mergé ici donc des feed et feed ingredients. Donc j'avais une database de 41 000 spectres. Et prenant plusieurs produits. Le total ici en PS c'était 0,75. Donc c'est pas mal. Alors, mais si on fait du local, on va retrouver donc les aliments les sons d'avoine qui sont bas en protéines. Et puis on a un peu plus haut tout ce qui est céréales. Et puis on a des feeds complets pour les porcs. Et puis on a des soya meal, etc. Donc on retrouve dans cette base en fait les prédictions des différents produits et ça se comporte relativement bien. Alors, voilà, conclusion pour ça. Est-ce qu'on a besoin de large dataset pour faire du local? Eh bien, pas nécessairement. Parce que si avec du bootstrapping, avec de la cross-validation, avec ce que vous voulez, vous avez 100 échantillons et que vous mettez en local 95 échantillons, vous allez reproduire quasiment tout le temps le même modèle. Simplement. Donc, il ne faut pas nécessairement avoir beaucoup d'échantillons. C'est plus performant parce que, évidemment, on va reproduire tout le temps le même, donc ce n'est pas très malin, mais enfin, c'est possible. Est-ce que c'est difficile pour trouver les paramètres? Bon, ça va encore. Bon, si vous avez évidemment des 40 000 échantillons à prédire en live one out, ça va prendre un certain temps.
Mais je pense que si en prenant 500 des 40 000 pour tester les paramètres, ça suffit. Donc on peut relativement gagner du temps. Une fois que les paramètres sont établis, ben, il n'y a plus rien à faire. Il suffit de mettre à côté de votre machine la database, et quand vous avez un update à faire, vous recollez 20 spectres ou 10 spectres ou 100 spectres avec les valeurs de référence, et la mise à jour est finie. Les avantages, donc, c'est que c'est toujours au moins égal ou plus petit, en tout cas RMSEP. C'est facile à updater, ça je viens de le dire, puisqu'il suffit de rajouter des spectres. Et un effet important aussi, c'est que les outliers, vous vous en foutez, en fait. Vous avez un point qui est à l'extrémité du domaine, ben, il ne sera jamais pris puisqu'il est unique. Donc, s'il n'y a jamais un échantillon qui repasse et qui est le même, ben, il ira peut-être le chercher, mais sinon, il ne gêne pas le reste. L'inconvénient, c'est que la database peut être liée à chaque instrument. On peut avoir des problèmes de protection, mais disons, bon, ça peut aussi s'arranger. Mais je pense que dans le local, il n'y a que des avantages. Et peut-être un dernier désavantage, c'est qu'il n'y a plus besoin de chimiométricien. Je vous remercie. Jean-Michel. Et puis... Moi, je te trouve un peu optimiste quand même, Pierre. D'abord, on en aura encore besoin, je pense, parce que tu nous dis que tu vas mettre du riz, du blé dans la même base, et si tu as un outlier de riz qui arrive dans le blé... De toute façon, il est outliers, donc... Oui, mais il va compter comme du blé, donc... Et quoi il va te... Il sera bien prédit. Bon. S'il ressemble à du blé, il sera bien prédit. Oui, et pareil, si tu mélanges, tu dis que du blé, du riz... dans le même, et du fourrage. Du moment que l'approche spectrale est là, peu importe. Moi, je m'en fous que ce soit du blé ou du riz. S'il a le même spectre que du blé, il sera bien prédit sur du blé. Sauf si c'est un outlier de riz et que l'erreur spectrale a fait qu'il a ressemblé à du blé. Il ne marchera pas. Non, si. Ah, non. Mais si. Il faut faire un essai. Non. Mais si. Mais... Enfin... Tu es sûr que tes spectres, ils sont guidés que par la chimie. Mais c'est pas vrai. Tu peux avoir une influence physique qui te... Bah si. Eh oui. 12% de protéines dans du blé et 12% de protéines dans du riz, le système va le voir, hein, avec l'équation. Oui, enfin, sauf qu'un outlier, c'est un spectre qui a été déformé par quelque chose. Oui, mais s'il est outliers pour le riz, parce que c'est un riz outliers, il sera outliers pour le blé aussi, hein. Bon. Il va... Ah oui. Ok, quelqu'un là. Marco, une question. Et puis... Okay. Merci pour la présentation, c'était très sympa. J'ai une question, vous avez essayé, vous calculez la distance des Malanobis pour voir les outliers. Est-ce que vous avez essayé aussi avec une distance euclidienne, par exemple? Non, ici non. Non, pas ici, mais pourquoi pas? On peut tout essayer. Vous pensez que ça donne le même résultat ou ça peut donner... Je n'ai pas essayé l'euclidienne. Non. Mais, de toute façon, ici, comme je travaille très localement, si, à la limite, si on a le temps de regarder les courbes, les mini-courbes que l'on fait en mettant du temps, on le verrait à l'œil. OK? Quasiment. Si on amplifie suffisamment, on pourrait le voir à l'œil. Parce que ici, dans les modèles PCA que je fais en discrimination, comme je n'ai que 15 points et 7 variables ou 11 longueurs d'onde, je ne prends que 2 facteurs. Je prends le facteur ligne de base pour mes spectres, qui vont être tous les mêmes, et j'espère qu'il y aura un petit bump quelque part. Donc à ce moment-là, celui-là, on doit le voir. Donc 2 facteurs PCA, PC1, PC2, PCA pour prendre la ligne 1 pour prendre la ligne de base, et 2 pour voir la différence sur l'axe 2. C'est tout. Mais la différence sur l'axe 2, je pourrais le voir simplement par différence, à la limite. Hein. C'est juste pour automatiser le système, mais ce n'est pas nécessairement besoin de passer par PCA, après tout, je ne sais pas. Il faut regarder localement. Une dernière question. Oui, 2 petites questions en fait concernant la première partie de la présentation. La première question, c'est est-ce que si vous mettez les spectres qui ont des faibles concentrations dans la molécule que vous cherchez, juste cela, avec les spectres nettoyés, les purs dont vous avez montré, et vous faisiez une PLSDA, est-ce que ça ne va pas vous montrer les mêmes régions qui discriminent les deux? Si on fait, mais alors c'est du targeted ça. Vous connaissez qui sont contaminés. Oui. Moi ici, je ne sais pas qui sont contaminés. Hein. D'accord? Si vous faites ça, vous devez faire un PLSDA ou un
Et alors, c'est ciblé. Hein, c'est une détection ciblée. Alors c'est facile, évidemment, la détection ciblée, il va aller chercher les zones où il y a les plus grandes différences, forcément. Et ça va c'est sûr. concorder, non, les deux? Comment? Ça va concorder les résultats, je crois, des deux. Non, parce que ici, j'ai donné l'exemple de la mélamine, mais je pourrais avoir une toute autre molécule qui sorte un pic ailleurs. Parce que le modèle ciblé, il ne sera bon que pour la molécule que tu vises. Et l'autre petite question, s'il vous plaît, concernant le window size, la taille de la fenêtre, est-ce que ça n'a pas une influence sur les résultats? Ici, j'ai pris un pas de 7 pour avoir, on n'a pas testé de façon constante, enfin de façon régulière toutes les tailles de fenêtres qu'on peut utiliser, mais bon. Disons que je mettrais une taille de fenêtre pour un appareil dispersif qui est de la largeur de la bande passante pour avoir un pic qui soit isolé, quoi. Donc si on prend un dispersif à 10 nanomètres, ça ferait 5 points, je mets 7 points ou 11 points, ce serait bien. OK. Et donc, une dernière question ici. Oui, Pierre, quelle que soit la spectroscopie, dès lors qu'on change de type d'échantillon, je prends juste un exemple, maïs, blé, on pourrait s'attendre à ce que la combinaison de pré-traitement optimale soit différente pour les deux. Oui. Du coup, comment on gère ça au niveau de la locale? Parce qu'il y a... Tu vois? Je sais pas. On va pas retester toutes les combinaisons de... Oui, mais du coup, comment tu fais ce choix au niveau de l'ensemble de la base? Je prends un traitement classique qu'on sait qui marche relativement bien depuis 40 ans, non, 35, qui est le SNVD First Derivatives. Donc tout ce qui est en agricole, on passe en SVD First Derivatives. OK, donc on va s'arrêter là, parce que je commence à avoir faim. Merci à tout le monde.